the technical issues that we just had. Um, Thank you, Mariam, for rephrasing the question for me. So my translator wasn't working in the first instance. As I've been introduced, my name is Humphrey Oriahi Lanele, the PAC Capital team from Nigeria, an investment banking firm working across the continent of Africa and the Caribbean, and also working with several DFIs and local finance institutions and investors across different countries. With respect to the question as regards to project acceptability, and I think these are very, very diverse, and this first will relate to the kind of project, the sector, and then of course that will also lead to who is looking at the project, the investor type, their appetite. Because different investors view risk in different ways. A particular investor can accept a certain level of risk while others will not. If I use what we do to probably respond to this question, that will mean what do we see from who are we looking at to be the investor, either as an equity investor or a debt provider. It will then depends on their own kind of mandate. Their risk acceptance level will determine how we'll definitely look at that. For instance, if you are dealing with an infrastructure, a road project, for instance, or you are dealing with, let's say, a hospital project, those are two different kind of projects, even though they may both have social impact or social nature. For roads are basically public sector based. For you to construct a road, even as a private investor, you require the consent or collaboration with the public sector, which is the government. But for a hospital, for instance, you can do that. Of course, you still need approvals from the government, but it's different from all you need is be able to acquire a piece of land and you get approval from the necessary government agency to build a hospital, right? But if you're going to build a road, you need the government to agree for you to build the road, and not just to build the road, then be able to collect tolls to pay back, and then you need right of way. So those are two different kind of projects, even though they both will have a social impact. And that will then determine what kind of level of risk the investor will be looking at and the impact. First, if we will have to look at the road, for instance, an investor will want to see that you are not going to invest and start construction today and then there is community issue. So if you have an investor that is based in the country of interest, let's pick a country, let's say, since we're in Tunisia, let's say in Tunisia, and you have an investor that is based outside of Tunisia, both of them are going to look at the same risks in a different way. First, the Indonesian investor will be comfortable or will believe that he can manage any local inhabitants' community issue. But the one outside will see it differently. Once he hears that maybe there was a demonstration or unrest in a particular place, his level of acceptance of that, the risk level automatically jumps. But the man who is within Tunisia will see that oh, that was just normal, two brothers having a little quarrel and it settled. And it will not disturb their own assessment of it. So in other words, what I'm trying to say that is, we don't really have a straight line
a straight line assessment of level of risks, of certain risks. It will then depend on what you are looking at and who is the investor, whether it's an equity player or a debt provider, and also the jurisdiction of where they're coming from also depends. If I just give a quick example, for instance, I had my colleagues, one of them is here, they were in Mali just over the weekend, and they left on Friday night from Mali, and the next morning, Saturday, we're seeing in the news that there was some unrest. So imagine they went there with some investors. What do you think will be their risk perception? Immediately, it probably jumped from maybe it was 1 to a very high level, and then they will start to rethink whether they will need to even continue to have the conversation. But the truth of the matter is that the investor, or the main investor, or the project promoter, who is an indigenous of Mali, is still very, very comfortable with taking that risk. So the job that we need to then do is to be able to convince those external investors that the risk to be able to find ways of mitigating that risk that they're afraid of, whether it's not going to be political risks, which is not like some form of instability, as it were, and give them the comfort that is required by providing the necessary mitigants that will make them comfortable. So again, Mariam, to just answer you, there's no straight ways to say one simple answer that gives you on how, or the risk assessment acceptance level of any particular project. Merci, merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est que la perception du risque change énormément selon la culture de l'investisseur, selon son origine, selon son background, et que ça peut impacter sur la décision de prise de financement. Et comme les projets qui sont liés aux chaînes de financement sont souvent complexes, multi-acteurs, multi-pays, je me tourne vers vous, Monsieur Esposito, et je vous demande si, à votre avis, cette complexité constitue-t-elle un frein majeur au financement des chaînes de valeur? Merci beaucoup, Myriam. Si vous m'excusez, je vais juste prendre mon téléphone parce que j'ai pris quelques notes et ce sera plus clair pour tout le monde de pouvoir se baser sur cela. Alors oui, évidemment, la complexité rend le financement difficile lorsqu'elle est illisible. Un investisseur, et en particulier aujourd'hui des investisseurs venus des pays du Golfe, peuvent accepter un risque élevé, mais il doit pouvoir le comprendre, il doit pouvoir le mesurer et il doit pouvoir l'inscrire dans une architecture contractuelle claire. Dans les grands projets africains aujourd'hui, la chaîne de valeur dépasse le simple financement d'un actif. Elle relie le capital, le foncier, les études, l'énergie, les infrastructures, la logistique, la construction, l'exploitation, la maintenance et les revenus futurs. Cette complexité, elle devient donc un problème seulement lorsqu'un projet reste présenté comme une grande ambition générale. Elle devient une force lorsqu'elle est transformée en périmètre opérationnel avec une gouvernance, des acteurs, des garanties et un calendrier. Je prends l'exemple d'un projet que notre société accompagne depuis maintenant 2 ans en République démocratique du Congo, à savoir le projet d'extension de la ville de Kinshasa, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, où les acteurs ont précisément tiré les leçons de ce que je viens de vous expliquer. Le projet il a été inauguré le 22 décembre dernier par son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi, autour d'un premier segment qui est un périmètre de 7500 hectares qui a été alloué à un consortium chinois pour construire et développer une cité industrielle destinée à accueillir 1200 usines. Cette méthode, elle est extrêmement intéressante. Elle ne consiste pas seulement à financer des bâtiments ou des routes, elle consiste à créer un écosystème territorial complet où l'industrie, l'énergie, la logistique, les réseaux, le foncier et les emplois sont pensés ensemble. C'est cette logique que nous voulons reprendre et adapter avec d'autres partenaires en RDC comme dans d'autres pays. Pour la France, en République démocratique du Congo, nous travaillons ainsi sur une cité française d'environ 2500 hectares au sein de Kinshasa-Kiamona.
L'idée, ce n'est pas d'avoir des entreprises françaises dispersées, chacune sur un segment, c'est de constituer un consortium français intégré, structuré, capable de couvrir toute la chaîne de valeur, allant de l'urbanisme au réseau, en passant par le numérique. Et je vois ici Frédéric de Dassault Systèmes, avec qui nous travaillons actuellement sur le jumeau numérique de la nouvelle ville de Kinshasa, mais aussi sur les plans de la construction, évidemment, et des infrastructures globales. Et cette logique-là, elle s'applique aussi à la Tunisie, qui peut apporter une contribution extrêmement utile dans une logique de coopération sud-sud, notamment avec les pays du Golfe comme financiers principaux de ce type de projet, avec des entreprises qui disposent ici d'une expertise technique remarquable. Et la vraie question, à mon sens, ce n'est pas donc seulement de savoir qui finance. L'argent est là en réalité. Il y a de grands pays, je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar, qui cherchent à investir massivement dans les pays africains, mais qui n'ont pas forcément les solutions techniques ou les acteurs compétents sur les territoires pour les accompagner dans ces projets. La question, elle est donc de savoir qui finance, qui conçoit, qui construit, qui exploite, qui maintient et qui génère des revenus pour créer une rentabilité de long terme. Pour rendre un projet finançable, il faut à mon sens relier ces maillons dans une même architecture. Et c'est donc à cette condition que la complexité cesse d'être un frein et devient un facteur de crédibilité. Merci, c'était très clair, très éclairant. Merci pour le... Merci pour l'exemple de Kiamona qui est à l'ordre du jour à FITA. Et je me tourne vers Monsieur Ayman Zorbi. Merci de nous honorer de votre présence. Et je pense qu'avec avec votre expérience à Afreximbank, vous avez une vision plus générale sur les chaînes de valeur et leur financement. Et je voulais vous demander si, en termes de risque, la fragmentation du risque sur les différents maillons de la chaîne ne constitue pas un frein au financement des projets. Thank you very much, Mariam, and thank you for having me on this panel. It was a pleasure for me to participate in FITA and be here in Tunisia, my second home and my second country. And through you, I would like to thank all the audience here who stayed with us for late in the afternoon. I know it's been a long day, so thank you so much. And let me, through you, greet all of them. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Aslam al-nas al-kull. I'll speak in English if you allow me. I understood your French, your question, but I prefer to speak in English. So let me to summarize how we see supporting the value chains by financing in Afreximbank, because we do have a vision on creating value chains across Africa and supporting value chains. And you are absolutely correct. There's a fragmentation across the value chains in Africa, which creates a lot of bottlenecks for the value chains to process and be financed. But in our humble opinion, this fragmentation risk is quite artificial. It's not real. Because banks do not finance value chains. First, there is a lack of market information that is the main obstacle behind the natural flow and the free flow through the value chains. And if you bridge that market information, if producers know where the distributors are and what they need, if the producers and distributors know where the logistics companies are across Africa and what the services they provide, then the whole thing will work together. But there's a lack of market information across Africa. So what we need to do is to provide that market information. The other thing is financing. What is fragmented is that banks do not finance value chains. They finance balance sheets. So they finance each part of the value chain independently. They finance producers or processors, they finance distributors, or they finance logistics, which creates multiple of risk premiums and provides a great obstacle to provide a flow of stream of financing for the whole value chain. So it's quite artificial, it's not real. If banks provide financing to the whole value chain rather than single nodes, and that's what we're trying to encourage at Afreximbank, versus a cash flow kind of financing versus node or balance sheet financing, so that if the ultimate buyer is strong and if the demand is there, then the whole value chain becomes bankable. So what we try to do is to create a full ecosystem to provide financing for the whole value chain by bringing local banks, international banks together, by providing risk sharing and guarantees, by providing and facilitating insurance, by creating market information platforms and payment platforms that support the financing of the whole ecosystem of the value chain.
So, and that's where instruments like supply chain financing, receivables financing, and structured commodity finances becomes critical. And that's what we focus on in terms of trade financing in the coming 5 years at Afreximbank, to be able to create sustainable, strong, and endurable supply chains across Africa. Thank you. Merci. Très éclairant également. Ce que je résume très rapidement, mais je ne sais pas tous les points, c'est que finalement c'est artificiel cette fragmentation du risque et qu'en réalité on manque énormément d'informations et que si l'information existait, surtout sur l'aval de la chaîne de valeur, et ça se répercute sur toute la chaîne et ça sera plus facilement finançable. Extrêmement intéressant, merci, parce que je n'avais pas du tout pensé à ça. Du coup, je sors un peu plus intelligente. Je reviens sur cette fragmentation peut-être, etc. Je me tourne vers vous, Madame Morsi. Le rôle de l'AFC est souvent conçu et décrit comme catalytique. Donc, il agit comme un catalyseur sur les projets. Concrètement, que fait et comment fait l'AFC pour rendre un projet risqué finançable? Merci beaucoup, Mariam. Et merci aux organisateurs de la FITA pour l'invitation. Merci aussi au public. C'est vrai, je rejoins Ayman. On a un public fabuleux qui accepte d'être là avec nous à cette heure de la journée par un jour ensoleillé à Tunis. Donc, merci pour votre présence. Donc, l'AFC, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est l'entité du groupe de la Banque mondiale qui a pour mandat de soutenir le secteur privé. Un mandat que l'on remplit essentiellement à travers 2 instruments. Le premier, c'est le financement. Et on a dit toute une palette d'instruments financiers qui complète, qui a vocation complètement à compléter l'offre des investisseurs institutionnels et commerciaux, plus des services de conseil au gouvernement et également à nos clients privés. Et donc moi j'ai trouvé le thème du panel aujourd'hui déjà très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a par exemple 5 ans on parlait beaucoup moins des chaînes de valeur à IFC que dorénavant, où on lance des initiatives qui visent explicitement des chaînes de valeur. Je pense à l'agroalimentaire, je pense à la pharmaceutique, et je trouve que c'est très intéressant et que ça répond à une demande de nos gouvernements actionnaires qu'on ne peut plus ignorer. Donc c'est quelque part une prise de conscience collective qui nous impose plus de créativité. Concrètement, le rôle catalytique, comment on le remplit et qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, tu l'as très bien dit, Mariam, pour nous, jouer un rôle catalytique, c'est transformer une incertitude en un risque qui devient bancable. Donc il ne s'agit pas pour nous de distribuer de la subvention, qui est un instrument qu'on utilise avec beaucoup de parcimonie. Il s'agit beaucoup de travailler sur la structure. Et donc il y a essentiellement 3 choses que l'on fait à IFC pour remplir ce rôle-là. Le premier, c'est la connaissance. C'est diagnostiquer ce qu'on appelle le market failure, donc la faille de marché, ou les barrières, les contraintes qui pèsent sur l'investissement. Et ça, on peut le faire soit à travers des études de pays ou de marchés qui vont identifier le paysage réglementaire, voir quelles sont les institutions ou les règles en place qui peuvent mériter des amendements. Et qui expliquerait que le secteur privé ne se soit pas aventuré sur tel ou tel segment, l'étude du risque de marché, l'étude du risque de projet, en particulier sur des projets qui sont les premiers de leur nature sur un marché donné, où on apporte beaucoup de conseils. Le deuxième levier qui est très important, c'est la structure. Et donc pour nous, dérisquer un projet et le rendre attractif pour des investisseurs tels qu'IFC, mais aussi d'autres typologies d'investisseurs, ça impose de travailler sur la structure. Tout d'abord, l'allocation des risques. Donc, est-ce que le risque est bien porté par la partie prenante qui est la plus à même de le gérer et de le supporter? On regarde aussi beaucoup, quand on fait du financement corporate, les cash flows. Donc, est-ce qu'on peut ring-fencer des cash flows pour assurer le remboursement de la dette, pour rassurer des investisseurs? Ça, c'est tout à fait critique. On a aussi évidemment des covenants financiers qui nous permettent de gérer le risque pendant la durée de vie du prêt lorsqu'on agit en tant que prêteur. Et
à la fois pour les prêts, mais aussi beaucoup pour l'equity, on joue ce rôle de ce qu'on appelle anchor investor, qui a vocation à envoyer un signal aux acteurs de marché sur la crédibilité du projet, du sponsor qu'on soutient lorsque nous, on investit des fonds. Et donc le but de ce travail de structuring, c'est vraiment d'atterrir sur un équilibre risque-return qui est favorable et que tout le monde peut pouvoir lire. Donc, moi, souvent, parfois, on vient avec des projets pas bancables. Pas bancables, c'est pas chez moi. Donc, on atteint la bancabilité. Ensuite, on attire. Et le troisième aspect, même s'il y en a d'autres qui est important, c'est pour nous un usage très stratégique de notre bilan en tant qu'IFC. Donc il faut être clair, IFC et aucune institution financière aujourd'hui n'a la capacité de relever les défis des ODD en Afrique ou des chaînes de valeur en Afrique. Et donc pour nous, le but c'est d'utiliser notre bilan plutôt que les autres. Donc c'est pas de prendre forcément plus de risques, mais prendre ce risque plus tôt. Et aussi sortir plus tôt. Donc, par exemple, quand on a supporté le risque de construction d'un projet, par exemple d'un projet d'infrastructure, être refinancé par des acteurs commerciaux, institutionnels, c'est quelque chose qui est possible de faire, qui peut avoir du sens. Et donc, ça, c'est important. Et comme je disais tout à l'heure très brièvement, donc cette approche de chaîne de valeur, pour nous a amené à réfléchir à des initiatives. On a notamment lancé une initiative en fin d'année dernière qui s'appelle AIM 2030, qui a vocation à aider l'Afrique à produire davantage de médicaments localement. Donc l'Union africaine s'est fixé cet objectif de produire 60% de médicaments localement. Et on s'est rendu compte que ça supposait de traiter notamment des sujets réglementaires, donc la sécurisation pour les producteurs de l'autorisation de mise sur le marché, qui est tout à fait critique. Aussi d'avoir une discussion entre les pays, puisque l'intérêt, on ne peut pas avoir en fait 40 usines de fabrication de vaccins sur le continent africain. Donc il faut viabiliser la demande et avoir de la coordination gouvernementale, chose qu'on fait notamment à travers l'expertise et les ressources de la Banque mondiale, notre institution sœur. Et donc on pense que penser ce type d'initiative et intervenir sur l'ensemble des maillons de la chaîne, c'est absolument critique sur le continent. Merci. Merci beaucoup, Madame Orsi, Sarah. Je me tourne vers Monsieur Frad. Je vous ai vu réagir sur le risque des maillons de financement. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Justement. Merci beaucoup pour cette belle opportunité avec ce beau panel et panélistes. Justement, ça m'a interpellé la question de fragmentation de la chaîne de valeur. C'est bien que des financiers commencent à parler de cette problématique-là. Et pour une fois, on commence à ne pas penser financier. D'accord. Penser plutôt stratégie, plutôt management, plutôt structuration. Et c'est bien que j'ai entendu le mot structuration. Et donc ça, c'est une bonne chose. Alors pour parler justement de la fragmentation des chaînes de valeur en Afrique, alors je vais les diviser en trois parties, trois socles. Le premier socle, c'est la production. Deuxième socle, la transformation. Et troisième socle, la distribution. Alors pour parler de la production, je prends le côté agricole. J'étais au Sénégal, à Dakar, il y a une semaine. Je suis frappé par un chiffre. Je ne sais pas si c'est pas vérifié, mais je ne sais pas si c'est bon ou pas. Donc on parle de 50% de la production agricole qui est délaissée. Et donc du coup, nous en tant que financiers, mais c'est normal si on va traiter des dossiers sur l'agriculture, on va dire que c'est des secteurs qui ne sont pas rentables du tout. Donc vous voyez que un chiffre financier, il découle d'une imperfection au niveau de la chaîne de valeur. Parler maintenant donc il faut faire un effort sur la question de production pour essayer de l'optimiser. Déjà sur la chaîne de valeur et trouver les solutions pour ça. Et du coup, on doit trouver nous-mêmes, financer des solutions à cette problématique de production, d'abondance de la production et de la capacité d'avoir le maximum de cette production, ne pas avoir 50% de déchets suite à plusieurs problèmes problématiques. Dysfonctionnement. Deuxième chose, sur la transformation. Et là, une anecdote. Donc, il y a un biscuit à Dakar. Et donc, avec un substitut de fruits, je ne me rappelle plus le fruit, mais c'est un fruit qui est propre au Sénégal. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce fruit-là? Il va faire le voyage pour un pays européen, pour être transformé en biscuit dans un pays européen. Il va refaire le retour sur le Sénégal pour être présenté en tant que produit transformé. C'est une imperfection extrêmement désolante pour des pays comme l'Afrique. Donc ça aussi, la question de transformation,
doit s'atteler sur ça pour essayer de maximiser les chances des pays africains de faire la transformation eux-mêmes. On a tous discuté en Tunisie de la question de vrac versus, pour l'huile d'olive, vrac versus embouteillage, etc. Et la perte de valeur, justement, et la perte de création de valeur sur le continent. Sur la distribution, maintenant, c'est un bon exemple, maintenant, au lieu des deux autres exemples. Je rencontre une start-up sénégalaise. Je fais de la promotion pour le Sénégal aujourd'hui. C'est un beau pays africain. Et donc, je trouve une start-up qui s'appelle PAPS. J'étais surpris. Elle est dans la logistique et elle fait quelque chose d'extrêmement important que des pays, des gouvernements, etc., n'ont pas pu faire. C'est le groupage. Donc, ils ont une technologie. Avec la technologie, c'est des locaux, des Sénégalais, des Africains, avec des ingénieurs qui ont réussi à trouver des solutions pour le groupage. Et du coup, la distribution, elle devient affordable pour des petits, je dirais, des petits acteurs. Et tout ça, si on le met ensemble, c'est-à-dire travailler sur cette chaîne de valeur pour maximiser la production, les possibilités, la capacité de produire avec de la rentabilité, avec de la productivité, de l'efficacité, transformer aussi le maximum pour qu'il y ait de la valeur et distribuer pour avoir plus de chances d'avoir des off-takers à la fin, en fin de cycle. Comme ça, on aura des projets qui sont finançables et structurés. Donc je pense qu'aussi, quelque part, sur la chaîne de valeur, le travail sur la chaîne de valeur, c'est pour la rendre bancable, comme vous dites, mais il faut vraiment un travail en amont très très important au niveau de cette fragmentation de la chaîne de valeur, essayer de vraiment de la performer. Et comme ça, on aura, nous, investisseurs, des projets qui soient le plus rentables possible. D'accord, merci beaucoup. Je pense que M. Tapsoba va nous peut-être nous en dire davantage sur ce sujet-là. Parce qu'effectivement, les projets, enfin, le financement se fait projet par projet, alors que les chaînes de valeur nécessitent une vision globale. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux visions-là? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut financer un projet dans une chaîne de valeur sans connaître le reste de la chaîne de valeur? Est-ce que Coris Bank a une solution ou un début de solution, ou une idée en tout cas D'accord. Merci Myriam, c'est une très belle question. Avant tout, je souhaite m'associer aux co-panélistes pour en tout cas remercier le public qui est ici présent et en tout cas qui nous fait l'honneur d'être là à cette heure de la journée pour nous écouter. Déjà, très brièvement, Coris Bank est une banque qui est partie du Burkina. On est né en 2008 et nous sommes aujourd'hui présents dans 11 pays. 11 pays en Afrique avec des ambitions en tout cas de nous étendre dans d'autres pays africains pour justement avoir une vision véritablement panafricaine. Et c'est vrai que notre ADN, c'est le financement des PME et l'accompagnement des différentes chaînes de valeur. La banque que je représente, Coris Bank Burkina, est la deuxième banque de la zone UEMOA avec un total bilan d'environ 5 milliards de dollars. Et c'est vrai que dans notre approche, on voit passer beaucoup de dossiers de financement, beaucoup de dossiers de financement de chaînes de valeur. Et c'est vrai, un point en fait qui est revenu ce soir, je pense, dans l'intervention de la représentante d'IFC, c'est effectivement la structuration qui est extrêmement importante. C'est vrai que dans une approche en fait bancaire classique, on s'appuie beaucoup en fait sur des financements individualisés, c'est-à-dire qu'on va regarder le bilan, on va regarder en fait l'entreprise de façon isolée. Alors que dans une approche chaîne de valeur, il faut en fait regarder les différents maillons de la chaîne, parce que l'approche chaîne de valeur, c'est une approche qui est véritablement dynamique. Alors, comment on fait? Il faut déjà en fait pouvoir mettre en place un dispositif organisationnel qui permet à la banque d'intervenir et d'accompagner en fait les différents maillons de la chaîne en comprenant déjà les interconnexions qui existent entre les différents acteurs d'une même chaîne de valeur et aussi pouvoir avoir une bonne traçabilité en fait des différents flux qui permettent justement de pouvoir relayer en fait ces différents maillons-là et de permettre en fait à la banque de pouvoir les financer. De façon schématique et de façon très simple, un exemple en fait de chaîne de valeur que nous avons eu à accompagner au niveau du Burkina, c'est par exemple la filière bétail viande. Je vais schématiser en fait une chaîne de valeur très simple. Filière bétail viande, j'ai l'entreprise X qui va produire par exemple de l'aliment pour bétail. J'ai l'entreprise Y qui lui en fait est un producteur qui a ses sujets.
et j'ai l'entreprise Z qui va faire la transformation et qui va aussi en fait vendre les produits finis sur les marchés soit locaux soit internationaux et qui est l'off-taker final, c'est-à-dire l'acheteur final qui a les contrats et qui bien souvent en fait a une capacité de lever en fait des fonds plus facilement que les autres maillons de la chaîne, tout simplement parce qu'il a une plus grande structuration en fait financière que les autres et une bonne traçabilité en fait de tous les flux financiers. Alors dans un schéma comme ça, de façon très simple en fait, la banque sait que si elle a un cadre contractuel en fait qui est clair entre ces différents acteurs là, des différentes chaînes de valeur, avec justement à la fin l'off-taker qui rassure en fait de l'écoulement de la production finale, un financement de fonds de roulement pour l'approvisionnement octroyé à l'entreprise X sera repris en fait par les flux qui viendront de l'entreprise Y et ensuite de l'entreprise Z, qui au final permettra en fait un écoulement sur le marché international et qui permettra en fait de pouvoir, on va dire, désintéresser toute la chaîne. Alors, d'autres exemples hein, qui peuvent venir en tête, c'est vrai que on peut avoir aussi des acteurs de chaînes de valeur qui sont très petits et qui permettent en fait difficilement une intervention en fait au niveau bancaire. Ce qui peut se passer dans certains cas, c'est que l'off-taker, quand il a un intérêt, peut travailler, bien sûr en accord aussi avec les pouvoirs publics, à organiser en fait ces différents producteurs-là de sorte à ce qu'ils puissent de façon collective atteindre une taille critique et permettre en fait qu'une banque puisse intervenir de façon collective, ce qui permet en fait de diluer le risque de façon globale, parce que quand on a en face, par exemple, plusieurs producteurs de coton qui alimentent une grande société de transformation textile, on peut se dire que même s'il y a une défaillance en fait d'un des producteurs, cette défaillance-là ne peut difficilement toucher l'ensemble des producteurs de la chaîne, ce qui permet en fait une dilution du risque et permet en fait aux banquiers d'intervenir en fait en s'appuyant sur l'off-taker en fait qui en général est solide. Tout ça part bien sûr, comme on l'a dit en fait, d'un cadre contractuel qui est clair, d'une bonne traçabilité des flux. Et également, pour des exemples en fait, que nous avons eu à financer, c'est important qu'on puisse mettre en place aussi des mécanismes de financement à coût partagé. Coût partagé parce que dans le financement d'une chaîne de valeur, c'est important aussi que le sponsor du projet puisse également intervenir, soit en apport en garantie, mais ce n'est pas toujours évident, ou bien à travers justement une petite part d'equity. Quand l'apport en garantie n'est pas possible, en fait, on peut se tourner, pourquoi pas vers AFC ou vers d'autres DFI. On a eu à le faire justement dans l'exemple que je donnais pour le financement en fait, des chaînes de valeur de la filière bétail viande, avec justement une part subvention, une part equity et une part financement bancaire. Ce sont des structurations qui permettent justement aux banques en fait, de pouvoir intervenir dans différents financements et qui, à mon sens, peuvent s'adapter en fait à plusieurs chaînes de valeur. Voilà, pour terminer, en fait, j'ai entendu justement beaucoup d'interventions de la RDC avec le potentiel minier. C'est vrai qu'au Burkina, on a aussi un fort potentiel minier, surtout orienté sur l'or. Et au niveau du Burkina, on a financé, je dirais, beaucoup de grandes sociétés minières avec des financements qui peuvent parfois aller jusqu'à 100-150 millions de dollars, mais pas que. L'année dernière, nous avons mis en place une enveloppe de financement de 100 milliards de francs CFA qui représente à peu près 150 millions d'euros, surtout orientée en fait vers le financement de la chaîne de valeur du secteur minier. Et ça passe en fait par les mêmes mécanismes de financement, c'est-à-dire la définition en fait d'un cadre contractuel qui est clair, tout simplement parce que et on s'appuie toujours en fait sur un off-taker qui est le maillon le plus, je dirais, le plus important de la chaîne, parce que c'est lui en fait qui a les contrats internationaux, c'est lui en fait qui parfois a la capacité de vendre sa production avant même de l'avoir réalisée, et c'est sur lui en fait que s'appuie en fait le développement de toute la chaîne. Merci. Merci beaucoup. Oui, oui, on va enrichir le débat. Alors, je rajoute juste un mot très rapidement sur la question minière qui est intéressante. La RDC, et peut-être que la DG de l'ANAPI, Rachel, voudra en dire un mot rapidement, mais a mis en place un système qui est un système très intéressant, qui est un système de convention d'État, qui permettent, à travers une agence qui s'appelle l'APCSC,
d'allouer des concessions en collatéral des grands investissements. Donc si je ne me trompe pas, tout ce qui dépasse le milliard de dollars d'investissement dans le pays permet en collatéral de débloquer des droits sur, par exemple, des concessions minières pendant une durée de 25 ans qui pourront être exploitées par des acteurs publics, étatiques ou privés et qui permettront en collatéral de construire des infrastructures de grand public pour que cela puisse bénéficier directement à la population. Merci pour l'exemple. J'ai l'impression que donc on est passé un peu d'un niveau à un autre. On est passé d'un niveau, on analyse l'investisseur, comment il envisage le projet, à comment est-ce que les investisseurs se structurent entre eux et coordonnent entre eux. Et je me tourne pour ça vers le responsable d'Afreximbank, M. Ayman Zorbi, et je lui demande comment Afreximbank, est-ce que Afreximbank a un rôle à jouer dans la coordination entre les différents financeurs d'un projet ou d'une chaîne de valeur? Oui, absolument. I was going to speak in French, but I will not Oui, try. c'est très bien, absolument, c'est très No, absolutely. That's the key role that an entity like Afreximbank has to play. Look, in Africa, we don't have lack of opportunities, and we don't have lack of liquidity, but we have lack of connected financing, and definitely we have lack of how we perceive and see and mitigate risk. That's the key problem in Africa. And that's where institutions like Afreximbank would have a key role to play by coordinating and connecting all the dots together so that the transaction can happen. Let me give you an example so that it's clear to the audience. In the fertilizer value chain, for example, you have very strong producers of fertilizers in Africa, in North Africa in particular, like OCP in Morocco, or producers in Egypt, for example. And then this fertilizer has to go to the very big base of farmers in different African countries. But what happens is we have a strong producers, but the logistics is fragmented across Africa. Distributors have weak balance sheets, and the farmers don't have collateral to give to banks to borrow on. So that trade doesn't happen ultimately because we look at every step in the value chain independently, and we try to finance it independently from the whole value chain. And that's what local banks would do, that's what investors would do, and that's why trade never happens. So an entity like Afreximbank, by looking at the bigger picture and considering the whole value chain as a one coordinated, connected asset, makes the whole transaction bankable and make it more ready to be financed. So if you look at the strength of the producer and the existence of the demand and the end buyer and the cash flow, then you can structure the financing in a better way. You can coordinate and orchestrate the mitigation of the risks in a better way. And you can provide and coordinate among different institutions, local financiers, local banks, insurance providers, investors, and each would finance their own part on the back of the whole structure of across the value chain. And that's what we try to do in so many various commodities. We are deploying a very robust plan to support industrialization of African commodities and raw materials over the coming 5 years that will be leading in all strategic sectors, fertilizers, gold, cobalt, you name it. All the mining components and all the commodities that are being produced and traded across Africa. So all what we need to do is to coordinate and play a role of mediator among different key stakeholders and key finance providers or key investors across Africa, which we are doing and we will be doing more actively, and we rely on other colleagues on the panel from other institutions to come with us hand in hand as well to support and play a bigger role. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça me fait penser à ce que m'a dit Monsieur Flat par email, qui est la structuration des projets en plateforme intégrée. Est-ce que vous voulez développer ici, s'il vous plaît? Alors justement, nous, dans le private equity, on a vu toutes les couleurs, on a pris des risques énormes, etc. Et donc, ça nous a ramené un peu à réfléchir sur les fondamentaux d'un projet finançable. Donc, il y a quatre éléments structurants. La première chose, c'est la visibilité du cash flow. Aujourd'hui, c'est la chasse au cash flow. On voit où est le cash flow et on essaie d'aller voir où est ça. Et donc, je dirais le canaliser pour que justement chaque partie de la chaîne de valeur puisse avoir donc cette visibilité au niveau des flux de trésorerie.
Aussi, on a commencé à travailler sur SPV, franchement, pour un peu, je dirais, isoler toute la partie asymétrie de l'information, mais aussi asymétrie de la gestion. Donc, par exemple, on a beaucoup travaillé sur les projets d'énergie en faisant un SPV dédié pour un projet en SPV et avec un mode de financement et un mode de gestion et de dépenses et de cash flow qui soit le plus standardisé possible. Troisième chose, c'est au niveau de les contrats, le contracting. C'est-à-dire que justement, il va falloir regarder les contrats, la nature des contrats entre clients-fournisseurs, entre tous les acteurs, tous les stakeholders au niveau de l'entreprise et vraiment aller dans la pérennisation et dans la stabilité de ces contrats, mais aussi très important d'aligner les intérêts entre les parties. Je prends le cas de l'énergie, donc c'est un nouveau mode sur lequel on se positionne de plus en plus. Et moi, en tant que financier très très classique, quand j'ai vu qu'il y a des contrats de PPA avec l'État, donc avec un cash flow qui est constant et qui est justement donc périn sur une longue durée, là, on a commencé à faire du reverse engineering en essayant de voir toutes les parties, essayer de satisfaire toutes les parties. Et comme ça, on est arrivé à pondre donc, des modèles de structuration qui soient le plus adéquats possible. Donc les investisseurs peuvent avoir donc, un bon TRI sur une durée de vie qui soit raisonnable, donc 5-6 ans. L'entrepreneur lui-même, donc, il peut avoir sa possibilité de récupérer donc, sa mise quand on vient donc, lui faire des modèles de cash flow qui soient dans un mode fragmenté, c'est-à-dire une partie c'est les revenus, mais l'autre partie c'est le remboursement donc, progressif. Et je pense aussi les SPV, les EPC aussi, ils trouveront aussi de quoi travailler puisqu'ils vont réaliser ces projets-là, mais en toute transparence, c'est-à-dire on essaie d'aller dans la direction d'aligner tous les intérêts. Je pense que aujourd'hui, la finance moderne, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce que j'appellerais pas investment readiness, mais project readiness. C'est-à-dire que les projets, on doit s'atteler sur la cartographie ou la structuration des projets pour ne pas tomber dans un risque très élevé. Et quand on va faire cette histoire de project readiness, vraiment, on va dérisquer pas mal de projets. Et quand on va dérisquer pas mal de projets, on va avoir beaucoup plus d'accès au financement parce qu'il y a un contraste quelque part. Donc, d'un côté, il y a du cash qui est disponible. On voit qu'il y a du cash au niveau des banques, au niveau des instances, etc. Et de l'autre côté, il y a des entrepreneurs, il y a des PME qui disent qu'il n'y a pas assez de financement. Donc l'idée vraiment, c'est de se positionner en structuration et en innovation financière pour essayer de démystifier un peu ce risque-là et le dérisquer. Bien évidemment, vous avez parlé de mix entre equity, dette et grant. Oui, le blended finance aujourd'hui, c'est très courant. C'est une technique qui permet à mettre plusieurs classes de risques ou la classe d'investisseurs ensemble pour justement qu'un investisseur commercial puisse aller dans des secteurs qui auparavant étaient des secteurs très risqués. Et donc, on va essayer de dérisquer ces secteurs-là. Merci beaucoup parce que vous me donnez à chaque fois l'occasion d'enchaîner sur la question suivante, mais sans suivre l'ordre que j'avais mis auparavant. Du coup, sur le financement long terme, court terme, etc., effectivement, donc du coup, je me tourne vers M. Tapsoba. Et je sais que les chaînes de valeur, on sait que les chaînes de valeur se font sur le long terme. Elles ont une rentabilité sur le long terme et elles nécessitent un financement long, alors que le financement bancaire, en général, est de court terme. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Est-ce qu'il y a, pareil, je vous demande encore une solution, en fait. D'accord. C'est vrai en fait que quand on regarde en fait la structure de liquidité en fait des banques, en tout cas dans les économies africaines, c'est vrai que les banques en fait ont beaucoup de liquidités disponibles et ça c'est une réalité. Mais quand on regarde en fait la structuration, on voit qu'elles ont davantage en fait de liquidités à court terme et ont peut-être plus de difficultés en fait à mobiliser en fait de la liquidité en fait sur le long terme. Et en matière de financement, c'est très réglementé, donc il y a un certain nombre de ratios en fait qu'on doit regarder.
Ceci étant, moi ce que je dirais en fait, c'est que de l'expérience en tout cas que nous avons au sein de Coris Bank, les sollicitations que nous avons en fait dans la prochaine valeur, bien souvent en fait, ce sont des besoins à court terme en fait qui sont exprimés dans le cadre en fait, je dirais, du financement en fait soit de campagne ou de financement en fait de cycles courts, ce qui permet en fait qu'il y ait une adéquation de ces types de financement-là avec la structuration en fait des ressources en fait qui sont disponibles. Alors, une approche chaîne de valeur, c'est vrai, ça peut avoir en fait des cycles courts en termes de financement. Ceci étant, quand on finance en fait des cycles, je dirais, assez courts pendant plusieurs campagnes, ça permet aussi à la banque de se rassurer en fait que la chaîne de valeur fonctionne bien, que les acteurs de la chaîne de valeur sont interconnectés, que les flux, en fait, il y a une bonne traçabilité. Et ça permet aussi aux entreprises qui composent, en fait, ces chaînes de valeur-là de pouvoir, au fur et à mesure, en fait, dégager, je dirais, des revenus, dégager de la ressource, dégager, en fait, des capacités pour permettre à la banque d'envisager aussi des structurations qui permettront, en fait, de les accompagner sur du moyen ou parfois sur des termes un petit peu plus longs. Sur des structurations en fait de sorte à ce qu'ils puissent s'équiper en fait soit voilà, renforcer par exemple la capacité de production ou encore la construction d'entrepôts, etc. Moi je dirais alors vous avez parlé tantôt en fait du secteur de l'énergie, effectivement avec des PPA, avec voilà, des cadres contractuels qui sont souvent très clairs parce que toute la production énergétique est achetée en général par le même off-taker. En général, dans les États, il y a des situations de monopole. Ça permet en fait d'envisager des financements en fait sur des durées un petit peu plus longues, tout simplement parce que la banque a une visibilité. Quand la banque a une visibilité, ça permet en fait de justement, on va dire, pas contourner, mais je dirais en fait de pouvoir faire face en fait de pouvoir accompagner en fait les entreprises sur des cycles un petit peu plus longs et de pouvoir justement mettre en place des financements qui sont adaptés en fonction des besoins en fait de chaque entreprise. En général, les financements, ils peuvent être, je dirais, de trois ordres. Pour les cycles courts, c'est tout ce qui est financement de stock, financement de BFR. Sur le moyen terme, on va aller en fait sur tout ce qui est financement pour les équipements ou voilà, des renforcements de capacité de production dans certains cas. Après, pour ce qui va intervenir en fait dans le long terme, là, ça peut être pour des besoins d'infrastructure qui peuvent justement nécessiter des flux financiers un petit peu plus longs. Mais là encore, en dépit en fait de la structure de liquidité dont je parlais tantôt, tout ça peut se faire justement en collaboration avec des DFI qui peuvent éventuellement mettre des ressources un petit peu plus longues en fait à disposition des institutions financières pour celles qui n'en ont pas. Coris Bank en a. Et également permettre aussi, comme on l'a dit, d'agir en fait dans le blended finance de sorte à ce qu'on puisse améliorer la structuration de façon globale. De façon simple, pour un banquier en fait, quand il a un projet en face de lui, il y a des questions qu'il va se poser. La première, c'est qui me paye? Quand est-ce qu'il me paye? Comment il me paye? Si vous répondez à ces questions-là, je dirais que vous avez fait 70% du travail. Merci. Merci beaucoup. Merci. Du coup, qui me paye, quand me paye, Marius Esposito, c'est quoi le projet idéal pour un investisseur international? Mais, encore une fois, je vais revenir un peu sur l'exemple de la RDC, parce que c'est aujourd'hui le projet pilote sur lequel on est le plus actif, tout du moins en Afrique centrale. Je dirais qu'un projet devient attractif lorsqu'il offre à l'investisseur des réponses très claires à des questions très simples. Quel est le besoin? Quel est le périmètre? Qui porte le projet? Qui sécurise les droits? Comment les revenus sont générés? Et quel calendrier d'exécution? La taille d'un projet comme Kiamona, par exemple, elle attire beaucoup d'attention, mais elle ne suffit jamais à déclencher une décision d'investissement directe. Les investisseurs internationaux, ceux avec qui on échange, cherchent avant tout une trajectoire maîtrisée, avec un cadre solide, une documentation, des partenaires, des actifs identifiables et un modèle économique lisible sur le long terme. Dans le cadre de Kinshasa-Kiamona, l'attractivité, elle repose avant tout sur un besoin structurel extrêmement précis. Kinshasa fait face à une pression démographique massive
et doit organiser une extension urbaine planifiée capable d'accueillir plusieurs millions d'habitants. Ensuite, elle repose sur un cadre institutionnel très clair. Le projet est porté par l'État congolais au plus haut niveau et nous intervenons en tant que société privée sur la structuration financière et stratégique. Mais l'élément différenciant, c'est ce que j'expliquais en première intervention, c'est la capacité à transformer un grand projet en périmètre réellement finançable. C'est exactement la logique que nous avons décidé de suivre en mettant en place des consortiums d'investissement. Plutôt que de faire venir des entreprises de manière isolée, nous structurons des blocs cohérents, capables de financer, construire et exploiter. Pour rendre ce modèle crédible sur le plan financier, nous avons travaillé à la mise en place de fonds d'investissement dédiés, des fonds d'investissement en infrastructure capables de mobiliser des capitaux privés, institutionnels et internationaux pour financer les études, le master planning, l'aménagement initial, les premières infrastructures et l'entrée progressive des entreprises dans les différents segments. Ces fonds, ils répondent à une réalité très concrète. Beaucoup d'entreprises ont l'expertise technique, mais elles ne peuvent pas absorber seules le coût d'entrée ou certains risques initiaux sur un projet de cette taille-là. Il y a évidemment un autre sujet stratégique pour les investisseurs internationaux, c'est la sécurisation du capital. Dans le cadre de Kinshasa-Kiamona, j'en parlais à l'instant, le gouvernement a mis en place des outils qui, au-dessus d'1 milliard de dollars, permettent de sécuriser des collatéraux et d'obtenir certains engagements de l'État auprès des investisseurs. C'est extrêmement important et je crois que c'est aujourd'hui un modèle qui réussit et que ce qui réussit peut être déployé de la même forme dans d'autres pays. L'État congolais vient de signer la 2e convention de collaboration de l'histoire du pays à travers les 1200 usines qui sont construites par les Chinois. La première était la convention de la Sicomine qui date maintenant d'il y a quelques années et qui a été répliquée par un modèle très fonctionnel. L'idée est simple. Il faut, dans tous les cas de figure, respecter la volonté et la souveraineté des pays dans lesquels on intervient. Un projet attractif doit évidemment générer du rendement pour les investisseurs, mais il doit aussi créer des emplois locaux, structurer des filières industrielles et laisser davantage de valeur dans le pays. Pendant très longtemps, des projets africains ont été pensés autour d'une logique d'extraction de valeur. C'est le cas malheureusement dans beaucoup de projets en RDC. Le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de construire des modèles où le capital international accélère la transition industrielle et la transformation locale, la montée en compétences, des infrastructures durables et la création de richesses sur place. Merci. Merci Marius pour cet exemple d'un méga projet pour des méga financeurs. Je passe peut-être à la PME qui est au cœur des chaînes de valeur et je demande à Madame Orsi comment l'AFC peut faciliter l'accès aux PME, l'accès au financement aux PME. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, on change d'échelle. Oui, on change d'échelle. Oui. Ce qui est important, en tout cas pour nous, c'est que, soyons clairs, IFC, ce n'est pas une banque de proximité. Et donc, on ne conçoit pas le financement à la PME sans nos partenaires bancaires, financiers, que nous avons à travers l'ensemble du continent. Donc, c'est un effort qui est complètement collectif dans la façon dont il est conçu. Sur la PME, on travaille beaucoup le de-risking aussi, et c'est un de-risking à plusieurs niveaux. Il y a le de-risking qu'on fait à travers des projets de conseil aux banquiers centraux sur l'ensemble du continent africain, parce qu'on sait très bien qu'il faut une infrastructure de crédit minimale pour prêter aux PME, qui inclut notamment les bureaux de crédit, les registres de collatéraux qui vont servir au quotidien aux banquiers. Et donc, on a des produits. On travaille également à l'émergence de fonds de garantie publique ou à leur renforcement. Et c'est vrai que ces fonds, il y a par exemple la Sotugar en Tunisie, peuvent être vraiment clés et peuvent dérisquer le banquier. Donc, on y croit beaucoup. On fait ensuite une autre forme de dérisking à travers les banques, notamment lorsqu'on soutient les banques dans l'évaluation du risque de crédit des PME. Donc, on se penche avec la banque sur sa politique de risque de crédit, comment évaluer le risque spécifique lié à la PME. Et ce qui est, je trouve, très, très encourageant sur ce volet-là, c'est tous les progrès liés à l'intelligence artificielle et à la digitalisation qui vont beaucoup apporter, on l'espère, dans un futur proche, quand ce n'est pas déjà le cas, à nos partenaires. Et ensuite, il y a le de-risking à travers nos instruments financiers et notamment nos facilités de partage de risques.
Donc nous, à IFC, on est plutôt un investisseur en ce qu'on appelle monnaie dure, hein, euro, dollar, avec un accès à la monnaie locale qui est limité. Et il se trouve, on le sait tous, que la plupart des PME ne peuvent pas nécessairement supporter le risque de change. D'où l'intérêt pour nous de faire des facilités de partage des risques ou avec une banque en particulier, on va décider que IFC supporte sur son bilan en général 50% du risque de crédit lié à un nouveau portefeuille de prêts aux PME qu'on a tendance à cibler. Donc ça peut être les PME de l'économie verte, les PME innovantes, les PME dirigées par des femmes ou qui servent en particulier des besoins féminins ou la jeunesse. Ça, c'est des sujets dont on peut discuter, mais je pense que c'est très important et ça crée aussi du confort au niveau des instances de décision de la banque, de voir que IFC croit en ce segment particulier et est prêt à accompagner la banque avec son bilan. Ce qu'on voit aussi, et que je trouve très encourageant sur le continent africain, c'est des banques locales et panafricaines qui ont tout de même une meilleure appréciation du risque de crédit lié à la PME et un plus grand appétit que ne pouvaient l'avoir certaines banques internationales, qui ont d'ailleurs tendance à se retirer. Et donc c'est à la fois l'appréciation du risque financier lié à ces PME, mais aussi du risque de conformité qui est beaucoup mieux compris par des acteurs locaux. Et donc on a tendance à beaucoup les soutenir. Malgré tout cet accompagnement qu'on fournit à la fois aux banques, aussi aux institutions de microfinance qui ont un rôle à jouer sur le segment de la PME informelle qui est très présente sur l'ensemble du continent, on voit aussi se développer beaucoup des fonds de private equity et de dettes destinés spécifiquement à la PME qu'on accompagne avec beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Et enfin, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de l'industrie, je pense que quelqu'un a cité l'exemple du coton. En fait, quand on prend cette approche de chaîne de valeur, de filière dans notre analyse, par exemple en Tunisie, on va se rendre compte que les transformateurs de tomates comme la SICAM, qui est leader sur le marché, vont faire crédit aux producteurs de tomates. Quand la banque n'est pas prête à le faire, parce que les producteurs de tomates sont informels, parce que la banque n'a pas l'appétit pour l'agriculture, etc. Et donc c'est vrai qu'on essaye, nous, de mieux comprendre les flux et de monter des facilités tripartites entre les entreprises, la banque, pour que en fait, la banque finance en direct les petits producteurs, mais avec une couche de premières pertes qui viennent, par exemple, de la SICAM, dans l'exemple que j'ai cité, qui connaît ses fournisseurs, qui traite en général avec eux dans la durée, et qui de toute manière les finançait avant, donc on lui libère de la trésorerie et on lui fait porter un risque, et IFC qui vient ensuite partager de façon classique 50% du risque résiduel avec la banque. Donc c'est des montages qu'on a commencé à mettre en place au Maroc, au Sénégal, et qu'on souhaite répliquer sur l'ensemble des pays du continent. Merci beaucoup pour ces exemples de de-risking. Et finalement, on revient encore au problème de structuration. Et on se demande si finalement le véritable problème, ce ne serait pas justement en amont pour financer un projet, une chaîne de valeur. Est-ce qu'il ne faut pas structurer le projet en amont? Est-ce que ce n'est pas ça finalement le véritable problème? Monsieur Oriaki, si vous aviez quelque chose pour nous éclairer sur ce point. Okay. Mariam, I don't know if you pardon me if you can rephrase that question again. In English. Okay. Mm-hmm. Okay. So I get you. You're looking at it whether it's from the upstream side or you want to look at it from the promoter's side. Okay. Apologies. I think I'm a bit relieved that I need to speak now and take this one off. I didn't have to wear it because I needed to position my head in such a way that the interference will be limited. But now that it's off, I think I can speak freely. I did try to make some notes while my colleagues were speaking. If I want to look at the
I mean, the financing chain, as where I want to look at it as upstream, maybe midstream, downstream, just as you say in oil and gas. You probably look at the promoters being from the upstream side, and I'm putting the government, which are the political side, more or less, because they are the ones who also then help to provide some enabling environment. So like I earlier mentioned in my first response, they have a role to play, the jurisdiction where you are, the political landscape and other things around it has a role to play when it comes to financing and the challenges that you have. And the investors, whether lenders or equity investors, then being on the upstream side for me. But if you look at it, you see that all these buckets of classification that I've tried to do all have their own contribution. They also have their own issues and challenges. First, from the project owner's side, preparation is very key. As lenders, you know that the most optimistic people you can find are project promoters. You know, they always see that everything is green, right? And what we then have to do is to draw their attention to the red flags that need to be turned green and not just to have them skip. So what you then find is projects not being properly prepared, and sometimes also the issue of capacity is also there. Capacity in the terms of finance, being able to provide or raise project preparation, capital, or even being able to provide equity, as it were. And that is not a problem on its own, but can be solved by collaboration. And that spirit of collaboration is another thing that needs also to be hammered and encouraged, where we have promoters having good deals, but are not willing to collaborate or admit other investors who will be able to bridge the financing capacity that they don't have. So a situation where you have promoters who want to own everything 100%, and yet they can't, they don't have the financing capacity to actually to deal with that. So that willingness also has to be there, and it doesn't have to be from within our jurisdiction. We need to then have that open mind to bridge that. Again, what I also then see, if I look at on the lender side, on the upstream side now, is a situation where we are always, for lenders, always looking at track record. And if you are going to do a greenfield project, for instance, then the question is, how do you have a track record for something? Or if you have a project that is pioneer nature, or maybe an innovation, for instance, how then, what is the track record that you're going to look at? What is the risk appetite that our banks have? Ayman did say that there's no lack of deals or bankable deals, or there's no lack of financing, but the key thing is how risks are being perceived. And that for me is a major aspect that our finance institutions then need to look at how risk is perceived. How do we perceive a risk because the project owner is from in particular jurisdiction, or is of particular academic qualification? But of course, competence can be breached. I may have the idea, but probably don't have the technical competence, and that can be procured, for instance. So can get those who have the skill to bring them in. And I say one, just give an example. Let's say
want to build a new Radisson somewhere, or let me not say new Radisson, I just say new hotel. And lender said it has to be managed by one of the big hotel management company. But what about if we are able to bring experienced operators who have walked across the world and are able to form them into a team? How does that work? Can that not be a solution? So our lenders also have to be open-minded in order to be able to support project and view risks in a different way. We can't just look at it from one angle, from one perspective, that it has to be a particular boss. So sometimes we also have to think outside the box or structure something that will also work differently. On the midstream side, as Ellen mentioned, the government, and all the policies that are around it. There are times when you need to do certain projects that may also cut across not one particular country. We are talking of infrastructure. Today we are talking of AFCFTA for how is that being well managed, and movement of resources, for instance. For me to come here, I knew how long it took to apply for a visa before that was granted, and for me to get here. It was probably even shorter for me to probably apply for a UK visa, which ought not to be. So imagine if you have services and you have support that you need to provide that probably require physical presence. That in itself would have an impact in delivery of that. So those aspects of the public sector side, I mean, when I mean public sector, I'm talking of government side now, has to be also looked into. There have to be collaboration amongst countries, among governments to encourage investment across the board. Then lenders on their own also have to be more open in how they structure or in how they stick to the bosses that they have they've created, by also looking at inward and alternatives that can be provided, alternatives that also have the adequate competence in its own case, and not necessarily being an establishment. So what I'm saying, if you can have a management company that's in the business of running hotel, like I mentioned, it mustn't necessarily have to be that, but it can be a collaboration of qualified, competent persons who have the experience over the years and can be formed into a management consortium, and that can be an adequate replacement for any particular name. And I mean, the likes of Reverend, for instance, I think we have done something of that nature, and it was acceptable. And I think that other institutions, other lenders need to also start to think in that direction, so that we can lower this barrier for financing and reduce the risks for project promoters. Thank you, Miriam, and thank you, everyone. Thank you, Monsieur Oriaki. Sifrat, quelque chose me dit que vous avez envie de rebondir sur la structuration en amont. Justement, sur la question de préparation des dossiers, etc. Comme venaient de dire mes collègues, notamment aux banques, c'est un secteur, c'est un environnement trop réglementé. Donc, du coup, il y a pas mal de ratios, de standards, etc., qui ne permettent pas une agilité, une flexibilité au niveau de ça. Nous, dans le private equity, dans le venture capital, on a cette latitude d'être un peu fou et imaginer des montages qui soient le plus, je dirais, donc étranges possible, mais qui peuvent probablement aboutir à des solutions. Et là, je vous donne un exemple tout bête. On était sur une société, donc cette société, elle était bloquée, donc le passif, il était extrêmement important, avec des problèmes de banque, une entreprise classée, etc. Et aucun des actionnaires ne voulait continuer dans l'affaire, et l'affaire était bloquée. Donc il a fallu justement une autre structuration de deal, c'est-à-dire passer l'opérationnalité, les activités opérationnelles, operating, à une autre management company,
Et cette management company, elle a pris la gestion de la chose. Et nous, en tant que société source, etc., nous avions un pourcentage de l'EBITDA. On se partageait un EBITDA parce qu'on mettait à contribution donc l'actif de la société. Et cet EBITDA nous permettait, donc on revient à la question de cash flow, nous permettait d'honorer le passif de la société. Donc, quelque part, je dirais, la préparation des dossiers, du modèle économique, peut-être le changement de ce modèle économique pourrait aboutir à des solutions. Et fini, je pense qu'aujourd'hui, fini les projets classiques avec un business plan, avec un greenfield qui vient ici pour vous raconter qu'en 5 ans, on va faire une usine, etc. Je pense que ça, c'est révolu. Maintenant, il va falloir, encore une fois, penser stakeholders, penser tous les ayants droit, je dirais, et aussi penser à des méthodes comme la sous-traitance, la co-traitance, le co-développement, que chacun fasse son boulot. On ne peut pas faire tout à la fois et se concentrer sur quelque chose d'innovant, donc la valeur ajoutée et l'avantage compétitif au niveau de l'entreprise. Et à partir de là, si on a le bon modèle, là, on va commencer à construire donc les briques de financement de telle sorte à ce que chaque intervenant puisse avoir donc ce qu'il demande, donc la caractéristique qu'il demande, et comme ça, on vient à un mot magique aujourd'hui, le dérisquer, c'est-à-dire ces projets, et les rendre bancables, justement. Merci beaucoup. Donc oui, il faut être innovant, imaginatif et sortir des schémas classiques de demande de financement. Je retiens pour mon propre business. J'ai peut-être le temps d'une dernière question pour Madame Morsi, qui est une question quand même très, très importante. Est-ce que les dispositifs qui sont proposés aujourd'hui par les institutions de développement sont réellement accessibles aux porteurs de projets et surtout évidemment aux PME locales? Très bonne question. Et c'est vrai que souvent, régulièrement, on va dans des conférences et il y a toujours des porteurs de projets ou des PME qui nous disent « mais nous, on n'a pas accès ». Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut placer les attentes au bon endroit. C'est-à-dire ne pas s'attendre à ce que IFC finance l'intégralité des PME tunisiennes, ça n'arrivera pas. Nous, on est positionné sur de la grosse PME, ce qui serait en fait un corporate, hein, donc oui, les champions et les leaders de leur secteur qui ont une capacité de reporting, de management, une efficacité opérationnelle prouvée et qui ont vocation quelque part à servir d'exemple ou de voix pour leurs compères localement. Pour les autres, c'est-à-dire les PME qui auraient des besoins de financement plus petits qu'IFC, le filtrage, entre guillemets, ou la sélection va se faire à travers nos partenaires, que ce soit les banques, les fonds de private equity qui ont cette chance effectivement d'être plus libres dans leur structuration notamment et dans leur choix. On a aussi de plus en plus des fonds de venture capital dans le portefeuille qui nous permettent d'accompagner des startups. Et quand ce n'est pas à travers IFC parce que les écosystèmes ne sont pas prêts, c'est à travers la Banque mondiale. Donc à titre d'exemple, en Tunisie, le fonds de fonds Anava est financé par la Banque mondiale à travers la CDC et a vocation à permettre l'émergence de gestionnaires de fonds qui vont, eux, financer les startups tunisiennes. Maintenant, il y aura toujours de la sélectivité et des déçus, et c'est vrai que la préparation des projets ou la préparation des pitchs pour les startups est fondamentale et parfois ignorée. Donc moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et quand on ne peut pas aider financièrement directement, on peut toujours apporter notre expérience et on est ravis de le faire au quotidien. Merci beaucoup, Sarah. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Je comptais vous demander au départ si réellement les institutions de financement coopéraient entre elles, mais je crois que vous avez vraiment répondu à la question, chacun à son tour, d'une manière différente. Ce que je retiens de nos échanges, c'est que finalement, il n'y a pas juste à mobiliser du financement, il faut réellement structurer les projets, les chaînes de valeur en amont, bien partager l'information pour partager les risques,
être imaginatif, avoir de l'intégration sur toute la chaîne de valeur et demander des financements différents et que ce soit une coopération entre les différentes institutions de financement. Merci beaucoup pour ces échanges bien éclairants et je vais laisser la salle, je pense. Merci à notre public. Moi, je ne l'ai pas remercié. Tout le monde l'a remercié, sauf moi. Je le fais maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ce n'était pas évident et peut-être à plus tard. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes. Encore un applaudissement. Merci à tous les présents. Merci à Mariam pour la modération. On arrive justement au terme de cette première journée de FITA 2026. Nous espérons qu'elle a été riche en échanges, en débats, comme chaque année. Et vivement la deuxième journée demain. Il est temps de se reposer. Il est temps aussi de faire la photo de groupe du panel. On invite les photographes à prendre les photos, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Rendez-vous donc demain. On vous laisse vous reposer pour ce soir. Et rendez-vous demain pour la suite des programmes de FITA. N'hésitez pas toujours à vérifier l'agenda sur le site ACP, FITA 2026 aussi. Vous allez trouver tous les détails du programme. N'oubliez pas de confirmer aussi vos rendez-vous. N'oubliez pas que les rencontres B2B demain commencent dès 8h, dès le matin. Donc rendez-vous demain matin ici à la salle Oya ainsi que dans toutes les autres salles. Un des rendez-vous importants demain à 10h30, la signature des différents MOU, tels qu'annoncés aujourd'hui par le président Anis Jaziri. Donc merci beaucoup encore une fois. Merci à tous nos panélistes d'avoir été présents. Merci à Mané pour la modération. Et à demain. Merci.